J'ai le plaisir de présenter Alice Pelliquero, nouvelle recrue au BPH. On est très content de ça. Alors elle va se présenter, mais vraiment en 2 mots peut-être pour que vous la situiez un peu mieux. Alice est ergothérapeute de formation, diplômée de l'Institut des sciences de la réadaptation. Voilà, et elle est partie en post-doctorat, elle va nous expliquer, à plusieurs endroits, dont à l'Université Laval, au Québec, avec qui elle garde un contact important. Et là, ce qu'elle va nous présenter, c'est son travail de thèse, mais qu'elle aimerait bien poursuivre, bien évidemment, autour de l'apprentissage de l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé pour des personnes qui ont une déficience cognitive. Et voilà, donc Alice est nouvellement recrutée depuis le mois de septembre. Voilà. Elle a pris la suite d'Éric Sorita, qui était déjà dans l'équipe. Voilà, et donc côté enseignement, elle appartient à l'IUSR, l'Institut universitaire des sciences de la réadaptation, et côté recherche, BPH, dans l'équipe active. Voilà, donc vous allez, pour ceux qui ne la connaissent pas en tout cas, découvrir ses travaux. Donc là, vous m'entendez bien? Donc merci beaucoup Hélène pour la présentation et puis pour m'avoir proposé de présenter aujourd'hui mes travaux. Donc ça, c'est les travaux qui ont été conduits dans le cadre de ma thèse à l'Université Laval et qui était déjà en partenariat avec l'Université de Bordeaux, puisque un de mes co-directeurs était donc Éric Sorita, qui travaillait et qui était dans l'équipe active au moment de mon travail de thèse. Donc le projet, c'était l'évaluation de la conduite du fauteuil roulant électrique. Donc des fois c'est écrit électrique, des fois c'est écrit motorisé, c'est la même chose. C'est juste qu'au Québec on dit un fauteuil roulant motorisé et que j'ai pas toujours changé sur toutes les diapos. Donc peut-être que même moi je vais me mélanger entre électrique et motorisé, mais c'est vraiment la même chose. Donc des personnes en fauteuil roulant électrique et un programme de réentraînement chez les personnes ayant des troubles cognitifs. C'est bon? Donc la mobilité en fauteuil roulant électrique, on sait qu'il y a moins de 1% de la population qui utilise un fauteuil roulant électrique. En fait, moins de 1%, on pourrait se dire que c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui utilise un fauteuil roulant électrique dans son quotidien pour se déplacer. Par contre, pour ces 1%-là, pour ces moins de 1%-là, c'est vraiment primordial l'utilisation du fauteuil roulant électrique parce que le fauteuil roulant électrique, c'est le dernier outil qui permet la mobilité qui est envisageable quand il y a des déficits au niveau de la mobilité. Il y a plusieurs aides techniques qui permettent la mobilité, mais c'est vraiment le dernier recours, c'est l'utilisation du fauteuil roulant électrique. L'étape d'après, c'est l'assistance d'une personne humaine, d'une autre personne pour se déplacer. Donc c'est vraiment majeur pour ces 1% de la population qui l'obtient, parce que c'est le dernier recours possible. Sur ces moins de 1% de la population, c'est un groupe qui est, donc en plus d'être peu, ils sont très hétérogènes, avec des problématiques de santé qui sont complexes et qui sont souvent multiples, avec des atteintes motrices complexes et avec des associations, avec fréquemment une association de troubles cognitifs associés et une atteinte... du coup, ça a des problématiques de santé complexes et multiples. Et qui sont fréquemment associées à des déficiences cognitives, ça je viens de vous le dire. Par contre, quand il y a attribution du fauteuil roulant électrique pour la personne, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'impact majeur que ça a pour ces personnes-là, avec une augmentation de leur indépendance, une augmentation de leur participation sociale, une augmentation de leur autonomie, de leur bien-être, de leur estime d'elles-mêmes, de leur dignité, puisqu'effectivement, c'est l'outil qui leur permet de devenir mobile dans leur quotidien et de ne pas être assisté par une tierce personne. En tant qu'ergothérapeute, parce que moi je suis ergothérapeute au départ et j'ai travaillé en clinique avant de partir dans la recherche. Donc c'est les ergothérapeutes qui sont associés à l'équipe de recherche, mais à l'équipe de clinique, pas à l'équipe de recherche pour le coup. Donc c'est les ergothérapeutes qui, en grande partie, participent au processus d'attribution du fauteuil roulant électrique, où on choisit le modèle, l'utilisation, tout ça. Enfin, c'est les ergothérapeutes qui sont en majorité en charge de ça. Et le processus d'attribution du fauteuil roulant électrique, c'est un processus qui est complexe et qui prend en compte énormément de choses, dont le diagnostic et le pronostic de la personne,
dont ses capacités motrices et cognitives et ses environnements dans lesquels elle va devoir utiliser son fauteuil roulant électrique. Et c'est tout ça combiné qui va permettre de choisir vers quel fauteuil on va aller, comment ça va se passer, en fonction de comment la personne, son état de santé actuel, son état de santé dans quelques années, puisque c'est un investissement qui est onéreux et pour la personne et pour la société. Qu'est-ce qu'elle va avoir besoin comme assistance sur son fauteuil roulant, comment est-ce qu'elle va le conduire, quelles sont les interfaces qu'elle va devoir utiliser et où est-ce qu'elle va devoir l'utiliser, comment est son logement, est-ce qu'elle va avoir des aidants pour l'aider à le brancher, à l'entretien. En fait, toutes ces choses-là font partie de la réflexion qui permettent, lors du processus d'attribution du fauteuil. En clinique, il y a des problématiques qui sont identifiées par les ergothérapeutes, qui sont que lorsque la personne elle présente des déficiences cognitives, en plus des déficiences motrices, il y a des questionnements en lien pour trouver un équilibre en fait, entre la sécurité de la personne qui va conduire ce fauteuil, qui est quand même gros et puissant par rapport quand on l'utilise, et l'autonomie que ça va lui permettre. En fait, il faut trouver cet équilibre-là quand il y a des déficits cognitifs entre ça lui permet d'être mobile, mais s'il y a une déficience cognitive, est-ce que ça la met en danger? Est-ce qu'elle est sécuritaire pour elle ou pour autrui? Et donc, il arrive en clinique qu'on n'attribue pas le fauteuil roulant électrique parce que c'est pas du fait des déficits cognitifs de cette personne-là, elle ne va pas savoir le conduire, elle ne va pas être sécuritaire dans son environnement, et donc ça va être plus un danger pour elle. Par contre, quand on décide en clinique, en réflexion et en équipe clinique qu'il n'y a pas d'attribution, ça veut dire qu'on condamne, entre guillemets à condamne, la personne à toujours être dépendante de quelqu'un d'autre pour tous ses déplacements de la vie quotidienne. Donc c'est quand même une discussion et une décision qui n'est pas toujours évidente à prendre et sur lequel on n'a pas de critères définis sur « ok, on y va sur le fauteuil roulant électrique » ou alors « non, on n'y va pas sur le fauteuil roulant électrique » et qui est aussi différente en fonction des équipes cliniques, des tolérances des différents cliniciens et où il n'y a pas de standard là-dessus. Donc ça, c'était la problématique de départ auquel on a été confrontés et sur lequel on a voulu partir dans le cadre de mon travail de thèse sur comment on participe à répondre à ça pour les cliniciens. À partir de ça, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les recommandations pour l'attribution du fauteuil roulant, on sait c'est recommandé d'entraîner les personnes à utiliser leur fauteuil roulant, électrique ou manuel en général, et que ça améliore leur capacité et leur sécurité à l'utilisation du fauteuil dans leur vie quotidienne. On sait qu'il y a des entraînements qui existent. Le programme d'habileté en fauteuil roulant, c'est un programme qui a été développé au Québec et au Canada et qui participe et qui entraîne les personnes à utiliser leur fauteuil roulant. Il est disponible et pour les personnes en fauteuil roulant électrique et pour les personnes en fauteuil roulant manuel. C'est un programme qui est basé sur l'apprentissage moteur. Et donc, il y a 29 habiletés qui ont été développées par ce programme d'entraînement, qui sont avancer, reculer, tourner, faire différentes habiletés avec le fauteuil. Et c'est un programme qui montre de très bons retours et de très bons effets pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel, mais qui montre une qualité modérée pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique. Et donc, les résultats de l'effet, ils sont moindres pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique. Et ça s'explique assez bien parce que comme c'est un programme d'entraînement basé sur l'apprentissage moteur, comme faire du vélo, c'est basé sur l'apprentissage moteur, c'est les mêmes utilisations du fauteuil roulant manuel qui est en lien avec une action motrice, alors que l'utilisation du fauteuil roulant électrique, comme il y a une interface et un joystick pour utiliser le fauteuil, ce n'est pas le même mode d'utilisation et donc l'apprentissage moteur fonctionne moins bien. Donc ça, c'est les résultats par rapport à ça. Et donc à partir de ça, le but de la thèse, c'était de développer une approche d'entraînement à l'utilisation du fauteuil roulant électrique pour les personnes qui ont une déficience cognitive. Et notre hypothèse sous-jacente, c'était qu'en offrant une approche d'entraînement adaptée aux personnes qui ont une déficience cognitive, c'était possible d'améliorer leur performance à l'utilisation du fauteuil roulant électrique en vie quotidienne. Donc c'était ça notre objectif et notre hypothèse. Pour faire ça, on s'est basé sur un modèle qui est un modèle qui vise à développer des interventions complexes en santé, donc pas forcément en ergothérapie, c'est vraiment en santé globale. Et ce qui est considéré comme une intervention complexe en santé, c'est une intervention pour laquelle plusieurs paramètres participent au fait de
à l'effet de l'intervention. Il n'y a pas juste un médicament qui résout la problématique de la personne et qui donc résout la maladie. C'est quand il y a plusieurs interfaces, enfin, plusieurs facteurs qui participent à avoir un effet, ce qui est forcément le cas dans le cadre de la rééducation et de la réadaptation, où ce n'est pas seulement l'action de la rééducation. Il y a plein de choses qui participent à l'effet de l'intervention. Donc il y a 4 phases. Une phase où on développe l'intervention, une phase où on en évalue sa faisabilité, une phase d'évaluation et une phase d'implantation à long terme en pratique clinique. Donc dans la thèse, on s'est focalisé sur la première phase et la deuxième phase, qui était le développement et la faisabilité de l'intervention qu'on avait développée. Enfin, qu'on allait développer, puisqu'elle n'était pas encore développée. Ça nous a amené à des objectifs spécifiques. Pour la première phase, on a voulu explorer les relations entre le fonctionnement cognitif et l'utilisation du fauteuil roulant électrique, d'explorer les relations entre le fonctionnement cognitif, la performance, la confiance en fauteuil roulant et l'aire de mobilité. Ensuite, on a voulu co-créer une approche d'entraînement pour l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Et ensuite, on a voulu explorer l'applicabilité clinique et la faisabilité de cette approche d'entraînement développée. Donc ça nous amène à notre première étude où on a voulu voir, en fait, on a voulu, dans le cadre de notre première phase, vraiment comprendre les relations qui existent entre le fonctionnement cognitif et l'utilisation du fauteuil roulant électrique, parce qu'on n'avait déjà pas les connaissances théoriques de cette base-là, de vraiment comment ça fonctionne, quelles sont les fonctions qui seraient les plus nécessaires à conduire un fauteuil, lesquelles sont les plus sollicitées, comment ça fonctionne concrètement, de quoi on a besoin en ressources cognitives, en gros, pour pouvoir conduire notre fauteuil roulant électrique. Donc en premier lieu, on a fait une revue de la littérature où on a inclus tous les articles scientifiques qui présentaient des données originales, qui incluaient des personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, qui évaluaient le fonctionnement cognitif de ces personnes et qui évaluaient à la fois la performance et les capacités à l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Donc on a inclus 17 études dans cette revue. Sur ces 17 études, il y en a 4 qui s'intéressaient spécifiquement à l'évaluation des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui utilisent un fauteuil roulant électrique. Et il y en a 13 qui entraînaient des personnes qui ont des troubles cognitifs à utiliser un fauteuil roulant électrique. Et du coup, dedans, il y avait des évaluations, donc on les a séparés un peu comme ça. On les a séparés comme ça. Donc sur les résultats des 4 études qui s'intéressaient seulement à l'évaluation, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y a différentes fonctions cognitives qu'on a classifiées grâce à la classification internationale des fonctions et du handicap, qui se sont montrées significativement reliées avec le fait d'être performant en utilisant le fauteuil roulant électrique. Et ces fonctions cognitives-là sont la perception visuelle et visuospatiale, l'organisation, la planification, la résolution de problèmes, le jugement, l'abstraction, la mémoire et l'attention. Et en fait, c'est ça qu'on a pu sortir, en tout cas, de ces 4 études-là. Pour les études en lien avec l'entraînement, c'était des études qui évaluaient l'effet de l'attribution du fauteuil roulant électrique sur les capacités cognitives de la personne. Et donc, c'est sur ces 13 études-là, on a pu voir qu'il y a différents programmes d'entraînement qui existent déjà pour entraîner les personnes qui ont des défis cognitifs à utiliser leur fauteuil roulant électrique, qui sont du plus standardisés au plus individualisés. Il y a différents panels. Et que les personnes qui malgré des troubles cognitifs, sont entraînées à utiliser leur fauteuil roulant électrique, peuvent améliorer leur score de performance. Donc à partir de là, on était quand même plutôt content de voir que c'était possible d'entraîner les personnes à utiliser leur fauteuil. Les conclusions de cette première étude, elles nous confortent dans l'idée que en fait, c'est important de considérer le fonctionnement cognitif dans l'attribution du fauteuil roulant électrique, même si du point de vue de la pratique clinique, on était déjà sûr de ça, on a aussi les apports scientifiques qu'effectivement, c'est important de considérer ça quand on attribue un fauteuil roulant électrique. Que les évaluations cognitives ne doivent pas être le seul critère de jugement pour attribuer un fauteuil roulant électrique, parce qu'on voyait qu'il y avait différents panels, différents scores cognitifs et que les personnes s'amélioraient. On va le revoir après dans les études d'après. Et on voyait aussi qu'il était possible d'entraîner les utilisateurs de fauteuils avec des atteintes cognitives, puisque c'était possible qu'ils améliorent leur score malgré des atteintes cognitives diverses. Mais quand même, c'était possible. Par contre, on avait quand même des questions qui étaient toujours présentes.
déjà, les fonctions cognitives qui sont présentées, la liste, elle n'est pas exhaustive. C'est les fonctions cognitives qui ont été évaluées. Elles n'ont pas toutes été évaluées. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, même si c'est un départ. Après, on n'a pas d'informations en lien avec les aspects psychologiques, en lien avec la confiance à conduire. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça a un rôle? Est-ce que ça participe? On a juste les résultats de 4 études qui ont déjà été faites, mais on ne peut pas se baser que là-dessus. Il manque des choses. Et ensuite, donc ça c'était plutôt par rapport à l'aspect évaluation. Et après, l'autre aspect qui s'est passé, c'est que les entraînements qui sont présentés sur les 13 études qui ont entraîné les personnes avec l'utilisation du fauteuil roulant électrique, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait en prendre un de ceux-là ou s'inspirer d'un de ceux-là ou utiliser, tester, réutiliser. Enfin, on s'est posé toutes ces questions-là. Et en fait, ces entraînements-là, ils ne sont pas applicables et appliqués en pratique clinique tels qu'ils sont présentés dans les études cliniques. On ne peut pas les transposer directement aux pratiques, à ce que les ergots, concrètement, ils peuvent faire dans leur pratique clinique, dans les pratiques courantes. Donc ça, c'était l'autre problématique de ce qu'on avait trouvé dans la revue de la littérature. Donc ça nous a incité quand même bien à poursuivre. Donc pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur l'exploration du lien entre les fonctions cognitives et la conduite du fauteuil roulant électrique, on a complété nos premiers résultats par une deuxième étude, qui était une étude clinique, qui visait à explorer les différences entre la performance, la confiance et l'ergomobilité en fonction de l'atteinte cognitive de la personne et de déterminer les variables qui influencent l'utilisation du fauteuil roulant électrique au quotidien. Donc pour ça, on a inclus des personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, qui ont plus de 18 ans. On n'a pas orienté sur des personnes qui ont ou pas des troubles cognitifs, on a vraiment inclus des personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique depuis au moins 3 mois, et on leur a fait passer différentes évaluations, d'un côté des évaluations plutôt cognitives et d'un autre côté des évaluations plutôt de mobilité. Quand on a cherché à évaluer à choisir quelles évaluations on allait passer, on a choisi des évaluations qui étaient appliquées en pratique clinique par les ergothérapeutes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'évaluations cognitives. On a vraiment voulu prendre celles que les ergos allaient pouvoir réutiliser en pratique clinique ou comprendre, ou vraiment que ça fasse vraiment du sens avec la pratique en ergothérapie et pas utiliser des évaluations cognitives très poussées qui auraient pu amener d'autres choses. Et comme il a fallu faire des choix et qu'on ne pouvait pas leur poser 1000 questions, on a vraiment orienté comme ça. Et après, d'un autre côté, on a évalué la mobilité avec la confiance en fauteuil, la performance en fauteuil, l'aire de mobilité. L'aire de mobilité, c'est à quel point, à partir de ma chambre, je vais dans différents espaces, avec ou sans aide technique, avec ou sans aide humaine. Donc j'ai un score, ou plus j'ai un score élevé, plus je vais hors de ma ville, sans aide technique et sans aide humaine. Donc moins j'ai un score élevé, plus je reste confinée dans ma chambre. En gros, c'est ça. Et le nombre d'accidents rapportés. Donc on a inclus 30 personnes en France et au Québec, pour lequel 45% étaient des femmes qui avaient en moyenne 58 ans, qui avaient différentes pathologies, des lésions de la moelle épinière, des scléroses en plaques, différentes pathologies, comme toutes les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, avec une expérience d'utilisation du fauteuil en moyenne de 3 ans, allant de 3 mois à 33 ans, donc on avait vraiment un panel différent. C'est des personnes qui avaient un MOCA en moyenne à 22. On ne s'attendait pas à ce que ça soit des personnes, en prenant toutes les personnes possibles, que ces personnes aient un MOCA en moyenne à 22, on ne s'attendait pas forcément à ça. Ça a ouvert d'autres questionnements avec le centre de rééducation en France dans lequel on a fait le recrutement, qui était intéressant aussi de voir que des personnes qui venaient juste pour une tétraplégie, enfin juste, avec des guillemets justes, mais qui n'étaient pas censés avoir de troubles cognitifs. Du coup, ils sont allés explorer plus loin au niveau médical de pourquoi il y avait aussi une atteinte cognitive qui n'était pas passée prioritaire. Donc par exemple pour des personnes qui avaient des tétraplégies suite à des accidents de la route et pour lesquels il y avait eu du coma, c'était des gens qui étaient considérés qui n'avaient pas de troubles cognitifs, mais quand moi je les évalue en cognitif, ils ont quand même des problématiques. Et donc ça a investigué ça a changé un peu les pratiques dans le centre de rééducation, et du coup c'était hyper intéressant aussi
de faire ça, même si ça n'a rien à voir avec la thèse au départ. En tout cas, on ne s'attendait pas à avoir une moyenne à 22. Et sur les 30 interrogés, il y en a 6 qui avaient eu un accident majeur. On avait considéré les accidents majeurs, c'est-à-dire avec conséquences, en tout cas pas juste une éraflure de porte, mais vraiment avec blessure. Et donc ça fait quand même 20% qui avaient 20% de notre échantillon qui rapportaient un accident majeur avec leur fauteuil, sans limite de temps, mais au moins un au cours de leur utilisation. Et ça aussi, on trouvait que c'était déjà beaucoup. Donc en fait, quand on a fait des liens entre les différences de performance, de confiance, d'aire de mobilité en fonction du niveau cognitif, on a classé les personnes en fonction à partir du MoCA, de pas de déficit, déficit léger, déficit modéré, et on a regardé s'il y avait des différences entre la performance, la confiance et l'aire de mobilité en fauteuil roulant électrique. Et de façon où on s'attendait un peu à ça, effectivement, plus on a de déficit cognitif, moins on est performant à utiliser notre fauteuil, moins on a confiance en l'utilisation de notre fauteuil, et moins on a une importante aire de mobilité, moins on est autonome et seul à utiliser notre fauteuil. Jusque-là, ça nous paraissait assez logique et c'était cohérent, ça confortait un peu ce qu'on avait dit avant. Donc après, on est allé voir un peu les variables qui influencent l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Donc on a fait des analyses en composantes principales et ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 facteurs qui expliquent 90% de la variable observée des résultats au score. Et donc ces facteurs, on les a... Donc le premier facteur, on l'a regroupé plutôt en lien avec le fonctionnement cognitif et les capacités de perception visuelle et de performance qui sont requis pour l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Notre deuxième facteur, on l'a regroupé entre le fonctionnement cognitif et la confiance à l'utilisation du fauteuil roulant et la confiance en utilisant le fauteuil roulant cognitif. Et le troisième facteur, c'est l'aire de mobilité. On l'a plutôt considéré en lien avec les environnements, qui est tout seul, et les environnements construits et sociaux qui jouent un rôle important pour la performance au fauteuil roulant électrique. Donc on a ces trois aspects-là qui expliquaient en tout cas 90% de notre variance. Et voilà. Et ce qui est important dans ces résultats-là, c'est que la confiance, en fait, elle arrive dans le deuxième facteur qui explique la variance, alors qu'en premier lieu, en tant qu'ergo, on aurait pu mettre l'environnement en tout premier, où c'est l'environnement qui a un gros impact sur l'utilisation du fauteuil roulant électrique, alors que l'environnement, on l'a considéré il arrive plutôt en troisième dans cette analyse-là. Et donc on voit que les 2 premiers facteurs qui expliquent la variance de performance entre les personnes, c'est plutôt un aspect fonctionnel et cognitif, enfin, la performance globale, un aspect fonctionnel, et puis en deuxième, l'aspect cognitif et confiance à l'utilisation du fauteuil. Donc ça, c'est un résultat important pour nous pour baser les travaux sur la suite. Oups. En fait, on a mis toutes les... Ouais. Oui, ouais, ouais. De tout. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Oui. On a mis toutes les variables dans la... Oui, c'est ça. Hop là. Et donc, on arrivait... Donc ces 2 premières études, ça nous a amené sur... ça nous faisait un peu notre socle théorique. Enfin, ça nous faisait notre socle théorique pour nous lancer dans la co-création de l'approche d'entraînement pour l'utilisation du fauteuil roulant électrique adapté aux personnes ayant une déficience cognitive. Donc, pour faire ça, on a vraiment voulu développer ce programme d'entraînement en lien et avec les équipes cliniques qui allaient l'utiliser, les ergothérapeutes qui allaient le mettre en pratique, et les usagers, les personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique au quotidien pour que ça soit le plus applicable, que ça réponde le plus possible aux besoins concrets des personnes qui allaient utiliser ce programme d'entraînement-là. Donc on a fait 2 étapes. Dans un premier temps, on a fait des groupes de discussion avec des experts
pour explorer les besoins et les attentes des experts et les personnes qui allaient utiliser le programme d'entraînement, et pour définir les composantes clés du programme qui allait être fait. Et après, on a fait une méthode Delphi où on a diffusé plus largement les résultats de nos groupes de discussion pour obtenir un consensus à propos des composantes clés de ce qui avait été défini dans les groupes de discussion. Donc sur les résultats de la première étape, on a inclus 8 personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique, avec entre 5 et 45 années d'utilisation du fauteuil roulant électrique. Là, on avait exclu les gens qui avaient des troubles cognitifs, qu'il ne fallait pas qu'ils aient des troubles cognitifs pour participer à nos groupes de discussion. On a inclus 9 ergothérapeutes qui travaillaient dans l'attribution du fauteuil roulant électrique, et on a inclus 9 chercheurs qui travaillent avec de l'expertise en mobilité, en entraînement au fauteuil roulant. Donc on a fait des groupes de discussion avec ces personnes-là. Et il y a des thèmes qui sont ressortis pour le programme d'entraînement, où le programme d'entraînement il doit être centré sur les besoins. Là, c'est le client, parce qu'au Québec, c'est les clients, mais c'est la personne, c'est l'usager, c'est le patient. Mais c'est vrai qu'au Québec, on dit client, mais ça, je le précise, parce que je ne l'ai pas changé, mais c'est vraiment les besoins de la personne, ses activités, ce qu'elle fait au quotidien. Il doit prendre en compte l'environnement d'apprentissage de la personne, c'est-à-dire créer un environnement inclusif et sécuritaire adapté à la personne, que cet environnement il doit être au plus proche de la réalité. Il doit prendre en compte le positionnement et les attitudes du thérapeute, comment la personne elle se sent par rapport à l'évaluateur, et plutôt adopter un langage, une approche là il y a écrit coach, mais c'est ce qu'on a cité, c'est les verbatims des personnes, mais plutôt qu'une approche de sachant par rapport au savoir, c'est vraiment l'attitude du thérapeute. Et puis il était aussi proposé du matériel complémentaire lors de l'attribution du fauteuil, des vidéos, des guides, des trucs concrets pour que la personne puisse l'utiliser, ce matériel-là, une fois qu'elle serait rentrée chez elle. Donc ça, c'est les résultats de l'étape 1. Le constat un peu à cette étape 1 que moi j'avais trouvé, c'est que c'était un peu frustrant. En fait, c'est ce qu'on fait en ergo déjà. C'était un peu frustrant de voir que les groupes de discussion, on n'avait pas réinventé les trucs, on n'avait pas réinventé c'est des pratiques cliniques courantes en ergothérapie, de se baser concrètement sur les besoins de la personne, de prendre en compte son environnement d'apprentissage. C'est vraiment des choses qu'on fait. Donc d'un côté, c'était un petit peu frustrant, et puis d'un autre, c'était un peu rassurant de se rendre compte que ce qu'on fait déjà, si on le prend depuis le début et depuis la base, c'est quand même ça qui revient. Donc on l'a plutôt pris comme ça, en voulant aller plus loin là-dessus, mais c'est déjà ce qui se fait en ergothérapie. Donc à partir de ces résultats, on a développé notre questionnaire qui allait nous servir pour la méthode Delphi, où pour rapport à chaque thème, on a beaucoup plus détaillé chaque point, où on a demandé aux personnes à qui on allait le diffuser, ou s'ils considéraient que ce n'est pas du tout utile pour le programme, à considérer pour le programme, utile pour le programme ou essentiel pour le programme, et on a diffusé tout ça. En tout, il y avait 27 items avec 5 sessions différentes. Les items, c'était les généralités, l'environnement d'apprentissage, l'attitude du professionnel de santé, le format de l'intervention et le matériel complémentaire. Et en fait, ces items, ils ont été développés à partir des résultats des groupes de discussion. Et à chaque fois, on demandait le niveau d'accord des personnes, et il y avait aussi des questions ouvertes possibles à chaque fois. Donc on a eu, je ne sais plus combien ça fait au total, 203, bon, on a eu 94 personnes qui ont répondu en Amérique du Nord et 113 qui ont répondu en Europe. On l'avait fait en anglais et en français pour avoir les deux. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes. On visait une 50aine de personnes sur notre Delphi. Et en fait, avec les ergos, vu que c'est un sujet qui, pour les ergothérapeutes, est important et majeur et qui pose vraiment question en clinique, il y a eu beaucoup de réponses des ergothérapeutes. Ça fait un peu l'effet boule de neige. Donc sur toutes ces personnes-là, il y a 83% qui étaient des ergos, 7% qui étaient des médecins ou des chercheurs et 10% qui étaient des utilisateurs de fauteuils roulants. On visait des groupes homogènes entre les trois. On aurait aimé, comme pour nos groupes de discussion, avoir la même proportion d'ergo, la même proportion de personnes qui utilisent de fauteuils roulants et au plus possible de médecins ou de chercheurs en mobilité. Bon, clairement, on n'a pas réussi à avoir un groupe homogène, du fait que plus on relançait, plus ça répondait au niveau des ergos, et les personnes en fauteuil roulant, qui utilisent, on avait plus de mal à recruter les autres groupes. Comme ça.
Et donc, dès le premier tour, par contre, on a eu un consensus sur les 26 des 27 items qu'on avait proposés. Celui qui n'a pas fait consensus, c'était celui sur le matériel complémentaire, sur le fait de proposer des vidéos ou des guides en plus lors de l'attribution, avec sur certains commentaires l'explication que quand on attribue, le jour où on attribue le fauteuil, on a déjà beaucoup de choses, on a beaucoup de matériel, on a beaucoup d'explications, et que si on vient en plus rajouter des choses, il y avait un doute, il n'y avait pas de consensus en tout cas sur l'intérêt de rajouter ça en plus de tout le reste à l'attribution. Donc ça, on l'a complètement sorti pour la suite, et peut-être c'est encore à considérer d'une autre façon, mais en tout cas, ça nous a plus intéressé pour notre programme à nous. Donc, sur les résultats de notre étape 2, on a pu concrètement développer notre programme d'entraînement qu'on a appelé COMET, Cognition, Occupation, Mobilité, Évaluation et Entraînement, qui était un programme d'entraînement qui est centré sur la personne, qui inclut les aidants, qui favorise les environnements d'apprentissage adaptés et sûrs, qui est basé sur les occupations et qui facilite les interactions avec l'entraîneur. Là, c'est l'entraîneur, mais c'est le thérapeute en général. Et on n'a pas voulu que ça soit vraiment que spécifique pour les ergothérapeutes, puisque même si c'est des pratiques qui, plutôt en France, pourraient être le cas, au Québec, c'est plus ouvert sur qui peut entraîner à utiliser le fauteuil. Donc là, on l'a appelé l'entraîneur, mais c'est la personne qui donne l'entraînement. Et en fait, il y a une méthode qui s'appelle la méthode COAP, qui est bien connue par les ergothérapeutes, qui est très similaire avec ces thématiques-là. Donc on s'est rapproché des experts en France de cette méthode-là pour discuter avec eux et construire avec eux, et en fait utiliser le meilleur de tout ce qui existe déjà pour l'appliquer et l'adapter à l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Et on a aussi utilisé les bases, les évidences du programme d'entraînement sur les habiletés, le premier sur lequel je vous ai parlé, qui utilise l'apprentissage moteur, mais il y a quand même des choses qui étaient pertinentes à utiliser de ce premier programme-là pour faire un mix des meilleurs trucs qu'on pouvait trouver et des nouvelles connaissances pour développer notre programme d'entraînement. Donc on arrive à un programme en total à 6 séances, avec une première séance qui participe à définir des objectifs en collaboration avec la personne et d'évaluer sa performance initiale. Et puis sur les séances d'après, c'est vraiment de pratiquer les objectifs définis et d'appliquer les principes d'apprentissage et du programme d'habileté et de la méthode COAP qui est déjà connue par les ergothérapeutes. Et le tout dans un environnement sécuritaire avec une relation qui prend en compte la relation thérapeutique et l'inclusion des aidants dans le programme. Et c'est pareil, jusque-là, en fait, on ne redéfinit pas tout ce qu'on fait en ergothérapie, on l'applique juste de façon plus stricte et plus standardisée à un entraînement spécifiquement à l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Donc, à la fin de cette troisième étude, on avait développé notre programme d'entraînement et il fallait qu'on le teste, quoi. On était à vouloir le tester. Donc, ça nous amène à notre étape 4, où on a voulu tester l'applicabilité clinique et la faisabilité de l'intervention COMET. Donc, en fait, c'est dans notre modèle, avant de le tester à grande échelle, il y a vraiment cette étape de faisabilité et d'applicabilité clinique avant de passer sur un gros essai randomisé, parce qu'en fait, la logique derrière tout ça, c'est que si on développe un super truc, que ça marche super bien et qu'il y a des super résultats pour les personnes, mais que comme les autres études qu'on avait déjà incluses, en fait, on se rend compte qu'en clinique, c'est pas faisable, c'est pas applicable et ça sera pas utilisé, en fait, ça sert pas à grand chose. Donc c'était important, ça sert quand même, mais ça sert pas à ce que moi je voulais que ça serve, c'est-à-dire quelque chose qui était concrètement applicable par les thérapeutes dans la vraie vie à l'hôpital. Donc on a testé l'applicabilité clinique, la faisabilité de cette intervention, de l'intervention qu'on a appelée COMET. Donc pour ça, on a pris des personnes qui avaient plus de 18 ans, soit qui avaient une attribution récente du fauteuil roulant électrique ou une procédure en cours. Donc c'était soit des personnes qui venaient de recevoir leur fauteuil, mais pour lesquelles les équipes cliniques avaient soit étaient déjà revenues vers les équipes avec des problématiques, soit pour lesquelles la décision elle était en cours sur on y va ou on n'y va pas sur l'utilisation du fauteuil. Et c'était les ergos référents du centre de rééducation qui nous orientaient les personnes qu'on pouvait entraîner. Et on les entraînait selon le protocole. Et on a cherché des indicateurs d'applicabilité clinique et de faisabilité, c'est-à-dire qu'on est allé voir au niveau du processus combien il y a de personnes qui acceptent de participer, en fait combien il y a de personnes qui
qui trouvent qu'effectivement ça pourrait les intéresser d'avoir cet entraînement-là, parce qu'il y avait aussi ça qui était possible. Les gens ils pourraient se dire bah non, en fait j'ai pas besoin d'être entraîné. Combien dure chaque séance, combien dure chaque collecte de données, combien ça coûte en fait de faire cet entraînement-là, combien d'investissement on a besoin pour pouvoir l'entraînement, combien on a mis de temps à inclure ces personnes-là. Est-ce que les personnes qu'on a incluses dans le projet, elles sont allées jusqu'au bout? Est-ce qu'elles ont fait toutes les séances ou est-ce qu'au bout de 2 séances, en fait, elles trouvaient que ça ne les intéressait plus? Est-ce qu'elles ont vraiment fait toutes les séances définies? Est-ce que c'était sécuritaire? Est-ce qu'il y a eu des événements indésirables? Est-ce qu'il y a eu des accidents pendant les séances d'un traitement? Et de façon préliminaire, quelle était la réponse au traitement pour ces personnes-là? C'est est-ce que concrètement, elles se sont améliorées après l'entraînement, même si ce n'est pas le but de savoir l'effet de l'entraînement sur cette méthodologie de recherche-là, c'est vraiment plus les autres indicateurs qui nous cherchent, mais on a quand même voulu aller voir s'il y avait une réponse au traitement préliminaire dans le cadre de cette applicabilité clinique-là. Donc on a inclus 4 personnes. Dans le cadre de la thèse, il y en avait 4. Donc sur les 4 premières, donc on n'a pas fait de tri, on a vraiment pris les gens comme on les a dit. Donc il n'y avait que des femmes qui avaient toutes entre 56 et 68 ans. C'était pas forcément ce qu'on attendait. On n'attendait pas du tout d'avoir que des femmes et on n'attendait pas non plus des personnes plus âgées. Donc c'était déjà intéressant, mais c'est les premières qui sont venues avec des diagnostics, avec des tests tout à fait différents. Donc c'est le diagnostic principal, mais il y a toujours des diagnostics secondaires associés qui font que pour la première personne amputée, il y avait aussi d'autres diagnostics associés qui faisaient qu'elle avait besoin d'un fauteuil roulant électrique. Une personne qui avait une sclérose en plaques, une personne qui avait de l'arthrose, mais une arthrose très avancée avec d'autres déficits à côté qui faisaient qu'elle avait besoin d'un fauteuil roulant électrique, et une personne avec une dystrophie musculaire, et on voit qu'elles ont des durées d'utilisation du fauteuil courtes, ça fait pas longtemps qu'elles ont leur fauteuil, ou alors c'est en cours de décision pour certaines. Et on voit que sur leur score au MOCA, elles ont quand même un score très bas, avec 14 pour la personne où la décision elle est en cours, c'est quand même très bas, et fonctionnellement, au quotidien, on peut se poser... C'est une vraie question, quoi. Est-ce qu'elle part sur le fauteuil roulant électrique ou pas avec elle? Donc on les a entraînés, et on a collecté nos indicateurs à chaque fois. Donc on avait des indicateurs positifs sur tout, sauf sur l'adhérence au traitement et sur la sécurité. Sur l'adhérence au traitement, sur les 4, il y en a 2 qui ne sont pas allées au bout. Une parce qu'elle s'est fait hospitaliser entre-temps pendant l'étude et donc elle n'est pas allée au bout. Et l'autre parce qu'elle trouvait qu'à partir de 3 séances, elle avait déjà atteint ce qu'elle voulait et qu'elle arrivait à faire ses trucs. Et donc elle a dit qu'elle n'avait plus besoin. Et j'étais quand même assez d'accord avec elle. En fait, on avait rempli les objectifs. Donc on n'a pas atteint l'indicateur en positif. Mais sur 4, il y en a 2 qui ont atteint en positif. C'est sur 4, hein, mais c'était... ça nous donne déjà des retours préliminaires. Donc on était quand même content, même si ce n'est pas un indicateur positif, on avait une explication de pourquoi il n'était pas positif. Et sur la sécurité, on a eu 2 événements indésirables, on a eu 2 accidents, on va dire, dont une fois c'est une table, la personne elle a renversé une table et elle s'est fait un bleu, et une fois elle s'est pris sa porte, comme on les laisse faire dans cet entraînement-là. On est censé gérer la sécurité, mais il y a quand même eu 2 événements indésirables. C'était pas grave, mais c'était quand même considéré un événement indésirable. En tous les cas, ils ont continué l'entraînement. Il n'y a pas eu de conséquences derrière, mais il fallait quand même le notifier. Et sur la réponse au traitement, il y a aussi un effet positif. Donc là, au lieu de vous parler des scores, je vais vous montrer. J'espère que ça va marcher. Donc pour un peu le contexte, donc on les a filmés entre avant. Donc c'est la séance 1 et la séance 5. Donc c'est une dame qui a une sclérose en plaques, qui a d'autres troubles associés et qui vient juste de se voir attribuer son fauteuil roulant électrique à la maison suite à une dernière poussée. Et cette personne-là, un de ses objectifs à atteindre, c'était de pouvoir accéder à son frigo. C'est très concret, hein, les problématiques en ergo, mais c'est une dame qui avait besoin de pouvoir accéder à son frigo la journée toute seule, puisque son mari allait travailler, et que s'il n'était pas là, elle ne pouvait pas accéder à son frigo dans sa cuisine, et donc de ne pas pouvoir accéder à son frigo du matin au soir, c'était une problématique pour elle qui peut se comprendre. Et donc elle avait une très belle cuisine, que son mari voulait surtout pas qu'elle abîme et qu'elle raye les beaux placards blancs avec son fauteuil, et donc elle était très embêtée parce qu'elle se retrouvait chez elle à pas vouloir abîmer la cuisine et pas pouvoir accéder à son frigo. Donc c'était un de ses objectifs à elle. Et elle avait un MOCA à 23. Oups.
pourquoi ça marche plus. Ça marche. En fait, je vous passe, je ne le mets pas en pause, mais en fait, on voit que sur la première séance, elle bataille, elle ne sait pas comment ouvrir son frigo, on cherche des solutions, on discute avec elle, comment elle peut faire, comment elle peut y arriver. En fait, sur la séance 5, elle y arrive, elle a accès à son frigo, elle a trouvé des solutions. Donc là, on va dans les stratégies pour y arriver. Maintenant, elle a mis sa main pour savoir où était sa poubelle et elle a tourné. Alors que dans la première séance, elle ne sait pas trop comment faire. Elle s'est pris le mur. Et à la dernière séance, elle est toute contente. Elle va se... Alors qu'au début, elle était toujours en train de batailler sur son retour. Voilà, donc en fait, on voit la différence de performance entre avant et après, avec seulement 5 séances d'intervention. Et donc, c'est quand même assez majeur pour elle. Ça paraît rien, juste pouvoir accéder à son frigo dans la journée, mais en fait, pour elle, ça change beaucoup de choses. Un autre de ses objectifs, c'était de pouvoir s'installer droite à son bureau, où il y avait son ordinateur, parce qu'en fait, si elle gère pas sa manœuvre avec son fauteuil roulant électrique et qu'elle se retrouve à côté de l'ordi, en fait, elle ne peut pas s'en servir. Donc, c'est des petits objectifs, mais qui pour elle, dans son quotidien, changeaient beaucoup de choses. Donc ça, c'est 2 exemples avec elle. J'en ai d'autres. Donc ça, j'en ai beaucoup, mais je vous en ai mis que 2. Ça, c'est une dame qui... Donc ça, c'est celle qui a 14 OMOCA, qui a en diagnostic principal un diagnostic d'arthrose très compliqué, mais avec des déformations. Et il y a aussi des atteintes cognitives importantes, puisqu'elle a 14, qui était en cours d'attribution du fauteuil, sur lequel on ne savait pas trop si elle allait avoir le fauteuil ou pas. Et donc, on n'a pas pu le faire chez elle, alors que c'est mieux de faire les entraînements en vie réelle. Parce qu'en fait, niveau logistique, en hiver, au Québec, de mettre le fauteuil roulant dans une voiture, d'arriver jusqu'à chez elle, de faire les transferts chez elle alors qu'on n'a pas le matériel pour faire le transfert et de repartir dans l'autre sens. Enfin bon, c'était logistiquement trop compliqué à mettre en place et ça n'aurait pas pu être mis en place comme ça en pratique clinique si ça avait été quelqu'un d'autre que dans l'équipe de recherche qu'on le faisait. On l'a fait au centre de rééducation. Et un de ses objectifs, donc elle sur le contexte, c'est une dame qui a un mari aidant, qui a un petit appartement pour lequel le fauteuil roulant électrique ne serait de toute façon pas rentré à l'intérieur de chez elle, mais qui voulait quand même... C'est son mari qui voulait qu'elle ait un électrique pour pouvoir aller se promener en bas de chez elle sur la grande promenade qu'ils ont à l'extérieur de chez eux, et plus parce qu'ils commencent à fatiguer aussi, vieillissant aussi, et plus devoir la pousser sur les longues distances sur leur grande promenade. Donc la question à elle, du coup ses objectifs à elle, c'était de pouvoir prendre l'ascenseur pour sortir de chez elle, de son immeuble, et pouvoir aller se promener autour de son domicile. Et donc une des choses qu'on a travaillé avec elle, c'est du coup l'ascenseur. Bon, on voit déjà que sur la première séance, là, si je lui enlève pas la main du joystick, elle se serait pris le mur pleine face. Niveau sécurité, c'était pas trop ça au départ, mais après ça va mieux.
Donc là, on voit pour le tournant, sur les premières séances, bah, elle bataille, elle ne sait pas trop comment faire. Pour la dernière séance, elle prend plus de temps. Mais en fait, elle va tourner tranquillement, elle a réglé sa vitesse différemment entre-temps. Voilà, donc au final, elle y arrive à faire l'ascenseur. Et au final, elle a eu l'attribution du fauteuil roulant électrique, elle l'a obtenue dans le contexte où elle l'utilise avec son mari dans des environnements sécurisés. Mais en tout cas, elle peut refaire des promenades avec lui et se balader autour de chez elle. Donc c'est pareil, c'est pas des choses majeures et... Enfin, du point de vue extérieur, ça pourrait pas être majeur, mais pour eux, dans leur quotidien et dans leur vie de couple et dans leur vie de tous les jours, ils sont hyper contents de pouvoir retourner se promener sur la grande promenade à côté de leur résidence. Mais c'est sûr que c'est une dame avec 14 OMOCA qui n'aurait probablement pas eu l'attribution du fauteuil roulant si elle devait s'en servir seule à l'intérieur de chez elle, puisqu'elle n'est pas sécuritaire pour tout. Il y a quand même un contexte qui fait que elle a pu l'obtenir grâce à l'entraînement, mais qu'il y a aussi des applications particulières. Donc il n'y a pas que l'entraînement qui joue dans l'attribution du fauteuil, c'est vraiment dans un contexte particulier. Mais en tout cas, elle a pu l'avoir. Et on était vraiment contents de ça aussi. Donc en conclusion, on a développé une nouvelle approche d'entraînement à l'utilisation du fauteuil roulant électrique qui semble applicable et faisable en pratique clinique avec quelques petits ajustements quand même, qui semble avoir un impact positif potentiel pour les participants et les bénéficiaires, qui ont des bénéfices potentiels au niveau de leur fonctionnement de l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Donc en fait, on a terminé les 2 premières phases de ce modèle d'intervention-là, et donc il y a quand même des perspectives cliniques intéressantes qu'on va essayer de développer au niveau de tester et de mettre en œuvre plus largement avec le CHU de Bordeaux, où on a commencé avec Noémie à échanger avec le CHU pour aller faire des réponses à appel à projet au niveau du PHRIP, on va tenter, pour pouvoir faire un essai contrôlé, une étude à plus grande échelle pour vraiment viser l'efficacité vraiment viser l'efficacité de ce programme-là. Voilà, c'est tout.